Le musée juif de Berlin, construit entre 1993 et 1998 par l'architecte Daniel Libeskind. I've been to many Jewish cemeteries, always overgrown with vegetation, always. J'ai vu beaucoup de cimetières juifs envahis par la végétation, l'air délaissé. Mais à Weizensee, ce qui m'a frappé, c'est l'énorme confiance dans le futur, avec toutes ces pierres tombales qu'on avait déjà préparées pour les générations à venir. Des pierres non gravées, tellement on était sûr que pour des siècles, il y aurait des familles juives qui perpétueraient la tradition. Ce fut pour moi l'image du vide absolu, parce qu'il ne restait même plus personne pour venir voir ces plaques sans nom. Et j'y ai vu le symbole de notre héritage spirituel ici, en Europe, et à Berlin, et en Allemagne. Berlin, le quartier de Kreuzberg, reconstruit dans les années 60. De la ville ancienne, rasée par les bombardements et les combats, ne reste plus que quelques friches et de rares bâtiments relevés de leurs ruines, comme le Kollegienhaus, une construction du XVIIIe siècle qui fut autrefois le siège de la Cour suprême du royaume de Prusse. C'est sur un terrain adjacent à ce charmant édifice baroque que le Sénat de la ville décide en 1988 de construire un nouveau musée juif pour succéder à celui que la Gestapo avait fermé exactement un demi-siècle plus tôt. 165 architectes participent au concours. Parmi eux, un jeune inconnu, Daniel Libeskind. Je suis allé sur le site, il y avait 200 architectes en train de prendre des photos et de filmer. Et pour moi, c'était sans aucun intérêt. Bien sûr, il faut tenir compte du site. Mais le site, ce n'est pas seulement du terrain à bâtir ici à Berlin. Parce que l'histoire juive est un peu en dessous du niveau du sol. Elle n'est pas enterrée très profond, mais certainement à quelques centimètres sous le sol sur lequel on marche. Donc, je n'ai pas dû aller en bibliothèque pour étudier ce projet ou prendre des photos pour trouver son orientation véritable, parce qu'il est déjà orienté. It's oriented in the world by first of all, the catastrophes, the complete extermination of European Jews. And also il est orienté dans le monde, tout d'abord par la catastrophe de l'extermination des Juifs européens, et ensuite par les traces laissées dans la ville par les noms et les adresses de tous ces gens qui ne sont pas seulement des numéros dans la liste des victimes, mais qui, même absents, vivent toujours là et continuent à hanter ce lieu. They continue to haunt the place. Pour Libeskind, le véritable programme du bâtiment, c'est le livre de Walter Benjamin, Sens unique, et l'opéra de Schoenberg, Moïse et Aaron, une œuvre en 3 actes dont la musique s'arrête à la fin du second. Libeskind veut faire de sa construction le prolongement de cette musique inachevée. Et pour bien montrer qu'il ne plaisante pas, il rédige le texte de sa proposition sur les portées d'une partition musicale et lui donne pour titre « Between the Lines », entre les lignes. Depuis les lignes de surface qui strient ses façades, jusqu'à l'extraordinaire ligne brisée qui plie tout son volume d'un bout à l'autre de la parcelle, la ligne dans tous ses états domine le bâtiment. Les Berlinois l'ont aussitôt surnommé le Blitz, l'éclair. Pour Libeskind, la forme torturée de ce zigzag incarne toute la violence, toutes les cassures de l'histoire des Juifs en Allemagne. Malgré sa force expressive, le geste est moins arbitraire qu'il n'y paraît. Il y avait de beaux arbres sur la parcelle, et au centre de la composition, ce n'est pas l'histoire,
mais la simple présence d'un de ces arbres qui fait plier le bâtiment. La forme de l'éclair n'est réellement lisible que vue du ciel. De plus bas, la nouvelle construction est beaucoup plus discrète. Elle ne cherche pas à écraser l'édifice baroque, dont elle respecte la hauteur. Masquée par les arbres, elle est à peine visible depuis la rue, sur laquelle elle ne donne que par une tranche étroite qui pourrait aussi bien être l'arrière que le côté du bâtiment, tant elle est dépourvue de tout signe distinctif et surtout de toute entrée. Rien au dehors ne relie les deux bâtiments qui semblent juste posés l'un à côté de l'autre. L'entrée du nouveau musée juif est pourtant à l'intérieur de l'édifice baroque. C'est un grand portail de béton brut, aux angles vifs. Il ouvre sur un escalier qui, au lieu de monter noblement vers les étages comme le font d'habitude les escaliers de musée, s'enfonce sous terre. Le parcours du musée juif commence sous les fondations de l'ancien bâtiment. Mais Libeskind inverse aussitôt cette proposition. Si on lève la tête, on découvre que l'escalier est tout au fond d'un puits de béton qui, sans aucune justification fonctionnelle, transperce l'ancien bâtiment sur toute sa hauteur et dont l'architecte laisse apparaître les parois nues à tous les étages jusqu'au comble. Le musée juif et le monument historique allemand sont imbriqués l'un dans l'autre comme l'histoire allemande et l'histoire juive, avec une violence monstrueuse et en même temps cachée. La tour de béton garde l'entrée d'un espace souterrain qui semble à première vue beaucoup plus simple que la ligne brisée du bâtiment de surface. C'est pourtant le véritable cœur de tout le projet. Il est fait de 3 couloirs, mais la présence d'un îlot central fait qu'on ne peut en voir que 2 à la fois, ce qui interdit toute vision d'ensemble. Libeskind appelle ces couloirs des axes. Un axe, c'est une droite à laquelle on donne un sens, une direction. Les 3 axes ici incarnent dans l'espace les 3 expériences majeures du judaïsme allemand, la continuité, l'exil et la mort. 3 chemins aux multiples embranchements, brutalement soulignés par les lignes de lumière qui parcourent le plafond. Ce n'est pas ici le lieu d'une promenade muséale, mais d'un trajet aux allures d'épreuve. These are not free spaces. These are really very ideologically derived spaces. Ce ne sont pas des espaces libres. Ils ont une très forte charge idéologique. Je fais partie de ceux qui croient que l'espace doit faire éprouver quelque chose d'authentique. Sinon, on n'aurait pas besoin d'architecture. L'ingénierie suffirait. Donc, je me sers des moyens traditionnels de l'architecture, matériaux, proportions, lumière, pour créer un espace qui n'a jamais existé avant. Car il n'y a jamais eu de bâtiment dont l'entrée se cache dans un édifice baroque, où l'on doit ensuite descendre 12 mètres sous terre et dont les escaliers et les principales circulations ne sont pas du tout dans l'ordre où l'on s'attend à les trouver. Pour moi, tout cela traduit l'expérience des Juifs berlinois. Ce ne sont pas des effets de mise en scène ou de cinéma, c'est réfléchi. Et pour le meilleur ou le pire, cela parle d'une expérience qu'il me semble importante de transmettre. Comme dans les anciens contes, un seul de ces 3 chemins mène dans les salles du musée. C'est l'axe le plus long que Libeskind appelle l'axe de la continuité d'une présence juive en Allemagne. L'axe débouche sur un escalier qui semble à première vue de proportions modestes.
et l'on découvre subitement une perspective spectaculaire, la seule de cette ampleur dans tout le bâtiment, une ligne droite qui monte du souterrain jusqu'au 3e étage. Après avoir comprimé l'espace, l'architecte le dilate. La séquence est classique, l'effet garanti. Mais Libeskind ne libère l'espace que dans une seule direction, vers le haut. L'escalier, pas plus large que l'axe souterrain, reste enserré par les deux parois, que les grandes poutres de béton destinées à stabiliser la structure semblent à grand-peine maintenir écartées. Ce qui est mis en valeur ici, c'est l'effort, la difficulté du chemin qu'il faut se frayer pour revenir au grand jour. L'axe de la continuité n'est qu'un lieu de passage qui mène vers les étages du musée. Les deux autres axes souterrains sont des lieux d'exposition. Dans les vitrines dessinées par l'architecte, il n'y a aucun objet d'art ou d'exception, juste des photos ou des dessins d'enfants, comme on en trouve dans les archives de toutes les familles. Sauf qu'ici, les souvenirs les plus simples sont ceux de l'exil et de l'extermination. Deux destins auxquels mènent ces couloirs, aux murs penchés et au sol en pente. Celui-ci s'appelle l'axe de l'Holocauste. Au bout, une porte noire. Derrière la porte, une tour de béton plongée dans la pénombre. La tour de l'Holocauste. Des murs nus, éclairés par une fente où rentre la lumière du jour. C'est la seule ouverture sur l'extérieur. La tour de l'Holocauste est en fait à l'extérieur du nouveau bâtiment, avec lequel elle ne communique que par l'axe souterrain. En la traitant comme un volume à part, l'architecte la place hors des limites de l'expérience muséale, dans une sorte de symétrie avec la tour cachée de l'entrée. Croisant l'axe de l'Holocauste, le 3e axe, celui de l'exil. C'est le scénario de la sortie hors d'Allemagne qui mène franchement dehors, au grand jour. Libeskind appelle ce lieu le jardin de l'exil. C'est un jardin suspendu, une allusion peut-être à l'exil de Babylone. Mais ces arbres plantés dans 49 piliers de béton sont aussi une image simple du déracinement. L'exil comme perte de repère. Le jardin est un labyrinthe de piliers penchés où le corps se retrouve déstabilisé jusqu'au malaise. En fait, c'est un carré parfait, le seul lieu du musée où tout est strictement orthogonal, mais que l'architecte a basculé sur l'angle, créant une double pente à 10 degrés. En marchant au milieu des piliers, on change d'inclinaison à chaque changement de direction.
Comme la tour de l'Holocauste, le jardin est une impasse. Contrairement aux apparences, il est totalement coupé de l'extérieur par des douves dignes d'une forteresse. L'échapper à l'air libre est une illusion. L'exil est aussi un enfermement. Il n'y a pas d'autre issue que de retourner dans les axes souterrains. L'ancien et le nouveau bâtiment, la tour de l'Holocauste et le jardin de l'exil, sont reliés par un réseau caché de communication et de sens. Mais en surface, l'architecte les a délibérément traités comme des éléments autonomes. Le béton apparent de la tour de l'Holocauste et des piliers du jardin de l'exil les distingue nettement du bâtiment principal, entièrement recouvert de zinc. J'ai toujours voulu que le bâtiment soit habillé d'une mince peau de métal, qu'il n'exhibe pas sa structure très sévère, tectonique, moderne. Je voulais que le bâtiment soit entièrement enveloppé d'un matériau doux, et j'ai choisi du zinc non oxydé qui va changer dans les 10 prochaines années, devenir gris bleuté. Je ne voulais pas d'un bâtiment brillant, comme celui de Guéria à Bilbao. Je voulais que sa silhouette s'estompe avec le temps, que les entailles deviennent alors encore plus marquées. Ces cicatrices qui ne sont pas de simples fenêtres, mais des plans qui traversent le volume. Je voulais qu'elles deviennent encore plus lisibles avec le temps. Entailles, coupures, cicatrices, les ouvertures du bâtiment rompent avec tout système de composition, qu'il soit classique ou moderne. Elles résultent de la superposition de deux logiques distinctes. Une logique fonctionnelle pour les bureaux du dernier étage et les espaces de service, pour lesquels l'architecte a créé de simples fenêtres, même s'il leur a donné des formes si particulières qu'il a fallu les faire construire par un fabricant de pare-brise. Mais les percements linéaires qui strient le corps même du bâtiment procèdent d'une logique qui ne doit plus rien à l'architecture. Pour les générer, Libeskind a tracé sur une carte de la ville de Berlin des lignes reliant entre elles les adresses réelles ou imaginaires des figures emblématiques du judaïsme allemand. Puis il a projeté les diagrammes ainsi obtenus sur les volumes du bâtiment, créant délibérément un dessin totalement aléatoire. À l'intérieur, l'effet de ces ouvertures est tout aussi étonnant. Sauf qu'ici, ce sont des salles de musée, et comment accrocher quelque chose sur ces murs qui semblent sortis d'un décor de film expressionniste allemand des années 20. Un cauchemar de conservateur. Pendant longtemps, la question de l'accrochage ne s'est pas posée. Alors que le bâtiment fut achevé en 1998, le projet muséal fut sans cesse remis en cause et différé, tant du fait des conséquences de la réunification allemande que de la force des partis pris de l'architecte. On n'avait donc rien à exposer, et pourtant, dès 1999, on ouvrit les lieux à la visite. 350 000 personnes en 2 ans sont venues voir ces salles vides, et beaucoup pensaient que c'était très bien ainsi, que c'était l'architecture elle-même qui devait être exposée. Mais on n'avait pas construit un bâtiment de 120 millions de marks pour qu'il reste vide. En septembre 2001, le musée fut enfin officiellement inauguré avec une collection pléthorique de plus de 4000 objets retraçant 2000 ans de présence juive en Allemagne, qui connut aussitôt un succès foudroyant. Il fallut bien sûr procéder à quelques aménagements. Des décorateurs d'intérieur munichois se chargèrent du travail. Parois, panneaux, colonnes et vitrines, escaliers et mezzanines sont venus habiller les salles, effaçant leur singularité, obturant les fenêtres, gommant les ruptures, arrondissant les angles.
Pourtant, quelque chose de l'architecture a résisté. La continuité rassurante du parcours muséal est perturbée à plusieurs reprises par ces blocs noirs et nus où l'exposition s'arrête. Ce sont des tours de béton qui traversent le bâtiment sur toute sa hauteur. Il y en a 6, toutes de formes différentes. Leur seul éclairage vient des verrières du toit. Elles ne contiennent rien, on n'y entre pas. L'architecte les appelle les vides. Ils incarnent la dernière figure du judaïsme allemand, celle de l'absence. Ces tours vides sont insoupçonnables de l'extérieur. Seules leurs verrières tracent sur le toit une ligne pointillée qui coupe à travers le zigzag. La dernière ligne du bâtiment, la ligne fantôme de tout ce qui a été détruit. Les vides, c'est le refus de toute nostalgie, la négation de l'idée même de musée. Il n'y a rien à voir par ces meurtrières, si ce n'est le visage des visiteurs surpris. Vous imaginez que ce n'est pas un projet que je pouvais concevoir tranquillement chez moi en montrant quelques jolis dessins. Chaque semaine, je devais rencontrer une cinquantaine de bureaucrates qui contestaient le moindre détail. Pourquoi devons-nous dépenser de l'argent pour construire un espace qui ne sert à rien? Vous pouvez toujours l'appeler le vide, mais réduisez-le à des proportions économiquement viables. Et j'ai essayé de les convaincre qu'il fallait organiser ce musée selon des principes totalement autres. Parce que c'est ce musée-là qui est aujourd'hui nécessaire. Ce n'est pas une histoire qu'on peut ranger une fois pour toutes et dire « voilà, c'est fait et on peut passer à autre chose ». Il y aura toujours une tension entre la substance de cette histoire, ce qui peut être raconté et ce qui ne peut jamais l'être, dont on ne peut avoir que l'intuition, et qui résistera toujours à toute tentative de contrôle, toute tentative d'en finir. C'était pour moi l'un des défis de la construction de ce bâtiment. Un seul des vides est accessible aux visiteurs, c'est le plus grand. Il s'appelle le vide de la mémoire.